Chapitre 6 du traité de Élie Blanc, traité de philosophie scolastique. Chapitre 6 sur la logique, du jugement et de la proposition. « 115. Le jugement, sa nature. Le jugement est l'acte par lequel l'esprit compose ou divise deux idées ou deux termes. Il les compose par l'affirmation et les divise par la négation. Expliquons cette définition. Le jugement est un acte de l'esprit et non de la volonté, comme a paru le soutenir Descartes. Car bien que la volonté influe d'une manière étonnante sur la plupart de nos jugements et qu'elle puisse jusqu'à un certain point les commander, cependant ils sont effectués par l'intelligence. Maintenant, l'intelligence juge-t-elle par là même qu'elle voit la convenance ou la disconvenance des idées? Plusieurs le pensent, d'autres le contredisent et prétendent qu'il faut un acte ultérieur qui constitue l'affirmation. Mais leur opinion nous paraît se rapprocher de celle de Descartes. Si le jugement est un acte de pure intelligence, on ne voit pas ce qui peut le constituer si ce n'est une vue, celle de la convenance ou de la disconvenance de deux idées. Qu'est-ce qu'affirmer intellectuellement si ce n'est se dire à soi-même que telle chose est ou n'est pas une autre? Et qu'est-ce que se tenir un pareil langage si ce n'est voir qu'il en est ainsi et en avoir conscience? Il n'y a donc pas deux actes dans l'intelligence, l'un par lequel elle verrait que deux idées sont associables, l'autre par lequel elle les associerait. Mais l'intelligence voit simplement que les idées sont associées ou ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, par le jugement, l'esprit unit ou divise deux idées ou deux termes. Ce sont là, en effet, les éléments essentiels du jugement. Et il ne suffit pas, pour juger, de les juxtaposer d'une certaine manière, c'est-à-dire de les voir l'un et l'autre. Il ne suffit pas même de les comparer. Il faut encore voir leur rapport en affirmant ou en niant l'un de l'autre. Par exemple, il ne suffit pas de dire la vertu aimable, mais il faut dire ou sous-entendre la vertu est aimable. Le jugement consiste même formellement dans cette affirmation ou cette négation. Les idées ou les termes ne sont que sa matière. C'est pourquoi le jugement est essentiellement un. Il est indivisible comme tel. Numéro 116. Le jugement n'est pas une opération première. Cousin et ses disciples ont regardé certains jugements comme des actes premiers de l'esprit. Certaines perceptions primitives seraient, d'après eux, des jugements. Ce qui a pu les induire en erreur, c'est que certaines appréhensions primitives donnent des idées complexes qui, décomposées aussitôt et recomposées, deviennent des jugements. L'homme se sent vivre, marcher, souffrir et, distinguant de sa propre personne la souffrance qui l'affecte ou l'acte qu'il exerce, il dit « j'existe, je marche, je souffre ». Mais l'appréhension et l'idée confuse de soi-même a précédé ce jugement. Dans l'ordre réel, comme dans l'ordre logique, l'idée est donc avant le jugement. Numéro 117. Espèce de jugement, rapport des deux termes. Le jugement est prudent ou téméraire suivant que les motifs sur lesquels il se fonde sont suffisants ou non. Il est évident immédiatement, per se notum, ou immédiatement,
suivant que l'esprit en saisit la vérité du premier coup ou après raisonnement. Toute conclusion est donc un jugement immédiatement évident. Mais ce qui est une conclusion aujourd'hui peut devenir un principe demain s'il y a progrès dans l'évidence. Et puis, tous les esprits n'ont pas la même pénétration et ne partent pas rigoureusement des mêmes points. En général, plus un esprit est puissant, plus il embrasse de vérité immédiatement à la manière des principes. Le jugement, ou plutôt le rapport de ces deux termes, peut être considéré à deux points de vue. Au point de vue de la compréhension et au point de vue de l'extension. Nous ne parlons pas ici des jugements à termes singuliers et qui sont de véritables équations. Au point de vue de la compréhension, le sujet qui est le premier terme peut être regardé comme le tout par rapport à l'attribut. Celui-ci est alors une partie du sujet. Au point de vue de l'extension, au contraire, le sujet peut être regardé comme une partie qui rentre dans l'attribut comme dans un tout. Soit par exemple cette proposition, la vertu est aimable. Il est évident que la vertu peut être considérée comme contenant l'amabilité ou comme contenue elle-même parmi les choses aimables. On s'explique très bien tout ceci par ce qui a été dit de la compréhension et de l'extension et de la manière dont l'espèce contient le genre et se trouve contenu par lui. Mais nous ne serions pas fondés à en conclure avec M. Rabier que, citation, règle générale dans les jugements, la pensée vise exclusivement les rapports de compréhension et nullement les rapports d'extension. Fin de citation. Ce que l'on peut dire de plus juste en cette matière, c'est que l'analyse et la synthèse s'accompagnent toujours de quelque manière. C'est que l'esprit commence ses opérations tantôt par l'une et tantôt par l'autre. S'il compare une idée ou la chose qu'elle exprime avec ses éléments ou les qualités qu'elle possède, il forme un jugement par voie de compréhension. Il saisit l'identité du tout avec telle de ses parties. Au contraire, s'il compare une idée ou la chose qu'elle exprime avec une autre idée ou une autre chose où elle est contenue et saisit une identité, celle de la partie avec le tout, il forme un jugement par voie d'extension. Mais par l'une et l'autre voie, il arrive au même but. Il peut même se faire souvent qu'un jugement obtenu par voie d'extension ou de synthèse, d'expérience, soit analytique en lui-même et reconnu comme tel plus tard. Et réciproquement, il peut se faire qu'un jugement obtenu par voie d'analyse d'un sujet réel soit vérifié plus tard par l'expérience. Numéro 118. Jugement analytique, jugement synthétique. Maintenant, on comprendra facilement la division suivante. Le jugement est donc analytique ou synthétique. Le premier, c'est-à-dire le jugement analytique, résulte de la pure analyse ou décomposition d'une idée. Par exemple, Dieu est bon. Le tout est plus grand que sa partie. Tous les principes de la métaphysique sont des jugements de ce genre. Pour les vérifier, il suffit d'analyser le sujet. Le jugement synthétique, au contraire, résulte en définitive d'une expérience. Tels sont tous les jugements de fait. Par exemple, j'existe. Le soleil se lève.
C'est pourquoi les jugements synthétiques sont dits a posteriori, contingents, en matière contingente, empirique, physique. Les autres sont dits a priori, nécessaires, en matière nécessaire, absolue, pure, métaphysique. Cette division est adéquate, car les deux membres sont opposés d'une manière contradictoire. Dans le jugement analytique, l'attribut fait partie du sujet. Il est impliqué logiquement et nécessairement dans le sujet. Dans les jugements synthétiques, au contraire, le prédicat est comme surajouté au sujet. Il s'y joint, mais n'en sort pas. Cependant, Kant a refusé d'admettre cette doctrine et voici la sienne. Numéro 119, les jugements synthétiques a priori. Il reconnaît d'abord comme nous les jugements analytiques, ce qu'il nomme explicatifs. Ils le sont en effet, et les jugements synthétiques, qu'il nomme extensifs, ce qui peut se dire également. Il remarque ensuite que les jugements analytiques offrent trois propriétés qui ne conviennent pas au jugement synthétique. Premièrement, leur attribut est contenu dans la nature du sujet. Deuxièmement, ils sont nécessaires. Troisièmement, ils sont universels. Mais, ajoute-t-il, c'est un jugement qui ont la seconde et la troisième propriété, non pas la première. C'est-à-dire, non pas leur attribut contenu dans la nature du sujet. Il y aurait donc des jugements nécessaires et universels, mais dont l'attribut ne serait pas contenu dans le sujet et qui aurait par conséquent quelque chose de commun, d'une part avec les jugements analytiques et d'autre part avec les jugements synthétiques. Ces jugements intermédiaires et mixtes, Kant propose de les appeler synthétiques a priori. Comme exemple, il donne ceci. Tout effet a une cause. 5 plus 7 égale 12. Le plus court chemin d'un point à l'autre, c'est la ligne droite. Critique de cette analyse de Kant. Il n'y a pas de milieu entre deux contradictoires et par conséquent entre le jugement analytique et le jugement synthétique. Les trois propriétés que Kant reconnaît aux jugements analytiques sont inséparables. La deuxième et la troisième découlent essentiellement de la première. Pourquoi ces jugements sont-ils universels et nécessaires? Parce que leur attribut est contenu dans le sujet et que par conséquent, il se vérifie toutes les fois que le sujet est posé. Pour ce qui est des exemples allégués, ils sont mal choisis et répudiés quelquefois, du moins les deux derniers, par ceux-là même qui admettent les jugements synthétiques a priori. Que l'on considère sous toutes ses faces le nombre 5 plus 7, on s'aperçoit bientôt qu'il équivaut à 12. On s'apercevrait de la même manière qu'il équivaut à 6 multiplié par 2 ou à 4 multiplié par 3, etc. Si l'on analyse l'idée d'une ligne droite, on s'aperçoit également qu'on ne peut rien concevoir de plus direct, de plus court entre deux points donnés. Le principe de causalité mérite d'être étudié plus longuement, mais il n'est pas moins analytique que les précédents. L'effet, c'est-à-dire plutôt ce qui arrive à exister, a une cause. Et donc l'effet, c'est-à-dire plutôt ce qui arrive à exister, a une cause, implique une cause.
Un commencement d'existence exige un principe extrinsèque de cette existence, car l'être ne peut provenir du non-être, lui répondre positivement ou lui succéder. Sans doute, l'effet ne contient pas réellement, physiquement la cause, comme le tout contient sa partie. Ce serait plutôt la cause qui contiendrait l'effet de cette manière. Mais l'effet contient la cause logiquement, c'est-à-dire qu'il la livre à notre connaissance. On nous oppose que toutes les preuves alléguées par les scolastiques pour prouver que ce principe est analytique supposent précisément ce qui est en question, savoir que tout ce qui arrive a une cause, que toute chose a sa raison d'être. Mais nous convenons sans peine que le principe de causalité ne peut pas être démontré à celui qui le nie formellement. C'est un premier principe. Il se suffit à lui-même. Nous prétendons démontrer seulement qu'il est analytique. De Margerie lui-même paraît en convenir, puisqu'il reconnaît que la raison de notre assentiment au principe de causalité est un lien des idées. C'est un lien absolu des idées. Ce lien absolu des idées est aussi le lien nécessaire des choses. Seulement, De Margerie commet une pétition de principe quand il essaie d'assigner pour fondement métaphysique du principe de causalité l'existence de Dieu. En effet, quand nous démontrons l'existence de Dieu, c'est précisément en vertu du principe de causalité. Et qu'on n'essaie pas ici de soutenir que si toute chose qui commence à sa cause, c'est en définitive parce que Dieu ne serait pas Dieu si une chose pouvait commencer sans lui. Car si toute chose qui commence à sa cause, c'est d'abord et surtout parce qu'elle ne peut pas commencer par elle-même. Numéro 120. Règle des jugements. Les jugements analytiques et synthétiques sont soumis à certaines règles qui dérivent de leur nature même. Et d'abord, les jugements synthétiques, étant fondés sur l'expérience, ne sont vrais que dans la mesure où celle-ci est suffisante. Si l'expérience est immédiate et échappe à toute méprise, comme l'expérience de notre propre existence, le jugement est au-dessus de toute contestation. Et remarquons ici que le jugement sur notre propre existence peut et doit être regardé comme synthétique, bien que nous ayons dit plus haut qu'il résultait de l'analyse de l'idée du moi. Car le moi dont l'analyse donne le jugement « je suis » n'est pas le moi abstrait, dépouillé de ses propriétés et de ses modes. C'est le moi concret, existant, senti, dont l'idée est particulière et très complexe. Or, par jugements analytiques, nous entendons ce dont le sujet est un abstrait, une essence, et qui résulte d'une pure analyse de ce sujet indépendamment de toute expérience. Les règles de ces jugements ne sauraient être contestées. Il peut paraître superflu de les donner. Les voici. Premièrement, si l'attribut est contenu dans le sujet, le jugement sera vrai. Deuxièmement, s'il n'y est pas contenu, le jugement pourrait être vrai, mais non point comme analytique. Soit ce jugement, Dieu est. Il est vrai en soi, mais non point en vertu de l'analyse du sujet. C'est du moins l'opinion de beaucoup de scolastiques. Car le sujet n'est ici que l'idée de Dieu. Or, cette idée ne contient qu'une existence et une perfection idéale. Donc, affirmer l'existence de Dieu en vertu de l'analyse de l'idée de Dieu, c'est affirmer l'identité de l'idée et de la réalité, c'est aller contre la loi d'identité, fondement de tout jugement analytique. Numéro 121, la proposition.
elle n'est que l'un des éléments du discours. L'expression verbale du jugement s'appelle proposition. Avant d'en parler, faisons une remarque importante. Il serait injuste de ne voir dans le discours, en latin oratio, qu'un ensemble de jugements et de propositions. La parole est un signe excellent dont l'homme se sert pour manifester toutes ses idées, tous ses sentiments et toutes ses volontés. De là cette variété infinie dans l'expression et le style. De là ces formes toujours nouvelles et flexibles, comme les pensées qu'elles doivent revêtir exactement. La parole sert non seulement à énoncer un jugement, mais encore à nous mettre en rapport avec nos semblables, nos supérieurs, nos égaux ou inférieurs, et dans toutes les circonstances possibles. Elle sert à prier, à menacer, à commander, à défendre, à interroger, à appeler, etc. Il est donc impossible de retrouver toute la perfection de la parole dans les énonciations qu'elle contient. Comment ramener à une pure énonciation cette simple parole « Allez » ? Nous trouvons bien par l'analyse cette énonciation « Vous soyez allant ». Mais comment traduire « soyez » ? Toutefois, et on le voit par cet exemple même, l'énonciation est le squelette de la parole. Elle supporte le reste. Elle en est la partie vraie ou la partie fausse. C'est pourquoi on ne trouve en définitive que des énonciations dans les ouvrages de pure science, comme aussi dans les documents, les traités, les actes judiciaires. Le langage scientifique, et en particulier celui des mathématiques, ne comporte pas autre chose. Le mathématicien ne prie pas, ne menace pas. Il énonce. Et parce que les mathématiques ne s'occupent en définitive que de la quantité, le verbe des mathématiques est peu étendu malgré ses ressources et ses formes. Égaler, multiplier, diviser, etc. Or, le logicien s'occupe de l'être et de l'idée à la manière dont le mathématicien s'occupe de la quantité. La logique est la mathématique de l'être. Le verbe du logicien, à la différence de celui du mathématicien, est donc sans limite. Mais, de même que le mathématicien, le logicien ne parle que pour énoncer des jugements, c'est-à-dire formuler des propositions. Numéro 122, matière et forme des propositions. La proposition est donc l'énonciation d'un jugement. Elle se compose du sujet, de l'attribut et du verbe. Le sujet et l'attribut, c'est-à-dire les deux termes qui expriment les deux idées dont se compose le jugement, sont la matière de la proposition. Le verbe qui réunit ces deux idées en une seule en est la forme. Le lien, donc ce verbe est le lien en latin copula. Le sujet est ce dont on affirme ou nie une chose. L'attribut est ce qui est affirmé ou nié du sujet. L'attribut peut être affirmé ou nié directement, in sensu recto, ou indirectement, in sensu obliquo, c'est-à-dire au nominatif ou à un autre cas. Par exemple, Dieu est bon. Ce livre est de pierre. Cette seconde proposition équivaut à celle-ci. Ce livre est le livre de pierre, où l'attribution est directe. Numéro 123. Remarque. Le verbe est du côté de l'attribut. Le verbe n'est pas à égale distance des termes, pour ainsi dire. Il se rapporte et se joint plutôt à l'attribut.
Il ne faudrait pas écrire Dieu est, 3 points de suspension, juste, mais plutôt Dieu, 3 points de suspension, est juste. La raison en est que l'attribut est comme la forme et l'acte du sujet. Il se rapporte à lui. Il le détermine. Il s'y ajoute. Le sujet le précède. Le sujet l'attend. Mais l'attribut ne remplit bien ce rôle vis-à-vis du sujet qu'autant qu'il ne fait qu'un avec le verbe qui exprime l'acte et l'union. Il nous sera permis de voir un signe de cette vérité dans cette règle de la ponctuation qui permet de séparer le sujet du verbe par une virgule lorsque le sujet est assez étendu et complexe, mais qui ne permet pas de séparer le verbe de l'attribut. Numéro 124, le verbe être et le verbe avoir. Remarquons ensuite que le verbe qui est ici le lien de toute proposition est le verbe substantiel être. Parmi les verbes accidentels qui tous le contiennent implicitement et ajoutent à son rôle le leur propre, se fait remarquer en français le verbe avoir. Il est dit avec le verbe être, verbe auxiliaire, parce qu'il est à conjuguer les autres, parce qu'il sert à conjuguer les autres. Mais il y a entre eux toute la différence que nous venons de dire. D'ailleurs, le verbe avoir n'a pas en latin et dans les autres langues la même importance qu'en français, où il est le type des verbes accidentels. Le verbe être, au contraire, a partout le même rôle. Il est dit verbe substantiel parce qu'il fait le fond de tous les autres et aussi parce qu'il désigne lui-même la substance ou l'essence. Par exemple, l'homme est une créature raisonnable. Le verbe avoir, au contraire, est un verbe accidentel. Il signifie de lui-même un accident ou ce que l'on considère comme tel. Par exemple, l'homme a des pieds et des mains. Il a une âme et un corps. À parler rigoureusement, l'homme est une âme et un corps, et il a des pieds et des mains. Numéro 125, termes explicites et termes implicites, termes simples et termes complexes. Nous observerons en troisième lieu que les termes de la proposition ne sont pas toujours formellement exprimés. Par exemple, ils sont tous impliqués dans cet terme impératif « allez » et dans ces mots de César « veni, vidi, vici » qui contiennent chacun une proposition. Quelquefois, c'est l'attribut seul qui fait corps avec le verbe. Par exemple, Dieu créa. D'autres fois, c'est le sujet, par exemple en latin creavit mundum. Ajoutons que les termes peuvent être simples, comme dans les exemples précédents, ou complexes, c'est-à-dire formés de plusieurs mots. Par exemple, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Numéro 126. Espèces de propositions, propositions naturelles, forcées, etc. Au point de vue de la disposition et du rapport des termes, la proposition est plus ou moins naturelle et même forcée. De sa nature, le sujet a moins d'extension que l'attribut et se place en premier lieu, du moins en français. Lorsqu'il en est ainsi, la proposition est parfaitement naturelle. Par exemple, la prudence est une vertu. Mais il peut se faire que les termes soient renversés et que le sujet devienne l'attribut. Nous ne parlons pas ici de l'inversion si habituelle en latin
est permise si souvent en poésie française, car l'inversion, tout en plaçant le sujet au lieu de l'attribut, n'enlève pas à ces deux termes leur caractère dans l'esprit. Ainsi, dans ces termes, juste est Dieu, aimable est la vertu, Dieu et la vertu sont toujours sujets. Mais il peut se faire, disons-nous, que le sujet prenne réellement dans l'esprit la place de l'attribut. Alors nous aurons les propositions suivantes. C'est un être spirituel est l'âme humaine. Certaines vertus est la prudence, etc. La proposition est dite alors indirecte, forcée. Enfin, en troisième lieu, il peut se faire que le sujet et l'attribut soient pris dans leur sens matériel et non pas dans leur sens formel, ce qui permet d'affirmer l'un de l'autre sans avoir égard à leur extension. Par exemple, quelque chose de froid et blanc, savoir la neige. Cette proposition est vraie, mais il est évident que si la neige est blanche, ce n'est pas parce qu'elle est froide. Ces sortes de propositions sont dites accidentelles, per accidens praeternaturam. Elles exposent à de nombreux équivoques qu'on ne saurait dissiper avec trop de soin. Numéro 127, proposition simple, proposition composée, etc. Au point de vue de l'unité, la proposition est simple ou composée. La proposition simple ne contient qu'une seule énonciation. La proposition composée en contient plusieurs. La première ne contient qu'un seul sujet et un seul attribut. La seconde contient plusieurs sujets ou plusieurs attributs ou même plusieurs propositions tout à fait distinctes, jointes ensemble par des pronoms relatifs ou des particules. Si toutes ces propositions se rapportent à une principale ou sont comprises les unes dans les autres, la proposition est une, quoique complexe. Sinon, elle est multiple, l'union de ces parties étant tout accidentelle. D'autres préfèrent expliquer ainsi la division de la proposition au point de vue de l'unité. La proposition est une ou multiple. La proposition est une simplement ou une conjointement avec d'autres. La proposition une simplement affirme une chose d'une autre seule. C'est notre proposition simple. La proposition une conjointement affirme plusieurs choses d'une seule ou exprime une connexion entre plusieurs propositions. Par exemple, si vous voulez partir. Enfin, la proposition multiple résulte de plusieurs propositions qui ne se ramènent pas au même concept. On distingue ensuite diverses sortes de propositions au point de vue de leur matière, de leur quantité, de leur forme et de leur qualité. Au point de vue de la matière, c'est-à-dire des termes et de leur rapport, la proposition est dite nécessaire ou contingente ou possible ou impossible. Elle est nécessaire si l'attribut est de l'essence du sujet. Par exemple, Dieu est juste. Elle est contingente si l'attribut peut convenir au sujet et lui convient en effet. Par exemple, l'homme existe. Elle est possible si l'attribut peut convenir au sujet, mais de fait ne lui convient pas. Par exemple, vous mourrez demain. La proposition est enfin impossible si l'attribut répugne au sujet. Par exemple, l'être est le néant. Il est évident que les propositions contingentes et les propositions possibles sont synthétiques. Les autres sont analytiques. Numéro 128. Propositions universelles particulières. Remarque. En raison de la quantité, c'est-à-dire de l'extension du sujet, la proposition est dite
universelle ou particulière, selon que le sujet est pris dans toute son extension ou non. La proposition singulière se rapporte ici à la proposition universelle plutôt qu'à l'autre et tombe sous les mêmes lois parce que le sujet y est pris sans limitation. La proposition déterminée peut être universelle ou particulière. Il en est de même de la proposition indéterminée, indéfinie. Les propositions universelles et les propositions particulières embrassent donc toutes les sortes de propositions. Remarquons ici, premièrement, que si la proposition est indéfinie et en matière nécessaire, elle équivaut à une proposition universelle. Exemple, l'homme est raisonnable, c'est-à-dire tout homme. Si elle est indéfinie et en matière contingente, elle équivaut d'ordinaire à une proposition particulière. Par exemple, l'homme est menteur, c'est-à-dire certains hommes sont menteurs. Deuxièmement, la proposition universelle est plus ou moins rigoureuse et à l'abri des exceptions. En d'autres termes, sa certitude est métaphysique, ou physique ou morale. Par exemple, tout cercle est rond, certitude métaphysique. Le feu brûle, certitude physique. Le fils aime son père, certitude morale. Troisièmement, au sujet de l'extension et de la compréhension de l'attribut, nous remarquons que dans les propositions affirmatives, l'attribut est pris dans toute sa compréhension, mais non dans toute son extension. Par exemple, l'homme est mortel, c'est-à-dire l'homme a tous les caractères de la mortalité. Mais il n'est pas tout être mortel. Dans la proposition négative, au contraire, l'attribut est pris dans toute son extension, mais non dans toute sa compréhension. Par exemple, l'homme n'est pas un ange, c'est-à-dire l'homme n'est pas une espèce d'ange, mais il peut avoir et il en a certaines facultés, et il a en effet certaines facultés communes avec l'ange, à savoir l'intelligence et la volonté libre. Numéro 129, proposition affirmative, négative, vraie, fausse. Au point de vue de la forme, c'est-à-dire du verbe, la proposition est affirmative ou négative. Nous disons au point de vue de la forme, car la négation doit affecter le verbe et non l'un des termes. Par exemple, cette proposition, cet homme est sans dévouement ou non dévoué en réalité. Une proposition, donc par exemple, cet homme est sans dévouement ou non dévoué est en réalité une proposition affirmative. De même, cet autre, ne pas aimer la vertu est une folie. On appelle ces sortes de propositions indéfinies ou même infinies quant au sujet ou quant à l'attribut. Plusieurs ajoutent même qu'elles participent et de l'affirmative et de la négative. Ainsi Kant et San Severino. Mais cette manière de voir paraît peu fondée. À ce compte, en effet, ces propositions seraient doubles, et il en serait de même de toutes les propositions négatives qui impliquent toujours quelque affirmation. Quelques-uns sont allés plus loin. Ils ont prétendu que toute proposition négative se résolvait en une proposition affirmative, si bien que toutes les propositions négatives n'existeraient que pour la forme et la variété du discours. Par exemple, cette proposition « Paul n'est pas méchant » se résoudrait en celle-ci « Paul est non méchant ». Mais il semble que ces propositions affirmatives dont l'attribut est négatif sont postérieures, de leur nature aux propositions négatives qui leur correspondent. Par exemple, nous voyons l'opposition de l'idée de Paul
et de l'idée de méchant avant de voir la non-convenance de l'idée de Paul avec celle de non-méchant. Quoi qu'il en soit, absolument parlant, l'affirmation est avant la négation. Elle la précède soit au point de vue verbal, soit au point de vue de l'idée, soit au point de vue de la chose, c'est-à-dire à tous égards. Au point de vue verbal, les expressions affirmatives sont plus simples que les négatives. Par exemple, fini, infini, content, mécontent, etc. Au point de vue de l'idée, il est clair que l'affirmation qui est une composition d'idées est avant la négation qui est une division, car on ne divise que les choses composées. Enfin, au point de vue de la chose, il est clair que l'être est avant le néant, le positif avant le négatif. En quatrième et dernier lieu, et au point de vue de la qualité, c'est-à-dire de la conformité de la chose exprimée, la proposition est vraie ou fausse. Comme d'autre part, au point de vue de la forme, la proposition peut être affirmative ou négative. Nous aurons 4 sortes de propositions au double point de vue de la qualité et de la forme. Des affirmations vraies, 1. Des négations vraies, 2. Des affirmations fausses, 3. Des négations fausses, 4. Numéro 130. Espèces de propositions composées. Revenant maintenant aux propositions composées, nous distinguerons premièrement la proposition purement conditionnelle ou hypothétique, où la condition est exprimée par la particule si ou quelque autre expression équivalente, pourvu que, à moins que, etc. Par exemple, si le monde est, Dieu existe. Le premier membre est la condition ou l'antécédent. Le second est le conséquent ou le conditionné. La vérité de ces sortes de propositions ne dépend pas de la vérité de l'une ou de l'autre des propositions composantes, qui peuvent être toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Mais elle dépend du lien de l'une avec l'autre. Si ce lien existe, la proposition sera soumise aux règles suivantes. Premièrement, si on affirme la condition, il faudra affirmer le conditionné, qui en découle nécessairement. Mais on pourra affirmer le conditionné sans être fondé à affirmer la condition. Deuxièmement, si on nie le conditionné, on devra nier aussi la condition, mais si on nie la condition, on ne sera pas fondé pour cela à nier le conditionné qui peut avoir une autre cause. Deuxièmement, la proposition disjonctive. Premièrement, c'était la proposition purement conditionnelle ou hypothétique. Deuxièmement, la proposition disjonctive. Sorte de proposition hypothétique. Dans la proposition disjonctive, sorte de proposition hypothétique dont les membres sont opposés en même temps que réunis par la particule disjonctive ou bien. Exemple, la substance est corporelle ou spirituelle. Pour que cette proposition soit vraie, il faut que l'un de ses membres le soit et exclue la vérité de l'autre. Elle peut être exposée sous la forme d'une proposition hypothétique de cette manière. Si la substance n'est pas corporelle, elle est spirituelle. Ou bien, si la substance n'est pas spirituelle, elle est corporelle. C'est même le moyen de reconnaître sa vérité. Mais il est à remarquer que si la proposition disjonctive peut toujours être exposée sous forme d'une proposition purement hypothétique, la réciproque n'est pas vraie. Il ne faudrait pas confondre la proposition disjonctive dont nous venons de parler avec une autre proposition de même apparence, mais dont les membres ne s'excluent pas
comme dans cet exemple, ou Pierre ou Paul est mort à Rome. C'est-à-dire au moins l'un de ces deux apôtres est mort à Rome. Troisième type de proposition complexe, la proposition conditionnelle conjonctive. Elle contient plusieurs propositions simples qui ne peuvent être vraies ensemble et entre lesquelles il faut choisir. Par exemple, personne ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Cette proposition se résout en cette proposition hypothétique. Si l'on sert un maître, Dieu, on ne sert pas l'autre, l'argent. Quatrième type de proposition complexe, la proposition copulative. Proposition qui a plusieurs sujets ou plusieurs attributs unis entre eux. Par exemple, l'homme est doué de sensibilité et de raison. Pour que cette proposition soit vraie, il faut qu'elle ne contienne rien de faux. La proposition suivante serait donc fausse. L'homme est raisonnable et immortel. On peut comprendre par là que l'Église condamne des propositions qui, d'ailleurs, renferment plus d'une vérité. Il en est du vrai comme du bien. Il doit être ex integra causa. Cinquième proposition, la proposition causale qui assigne la cause. Exemple, l'âme est immortelle parce qu'elle est spirituelle. La vérité dépend du lien des deux membres. Sixième type de proposition, la proposition relative ou comparative. Elle consiste à affirmer une chose par manière de comparaison. Exemple, comme le phénix. Renaît de ses cendres, ainsi renaîtront les corps des élus. La vérité de cette proposition ne dépend pas de la vérité du fait supposé dans la comparaison, mais de la justesse de la comparaison elle-même. Les pères, les docteurs, saint François de Sales notamment, ont emprunté des comparaisons à des fictions ou à des faits que la science a reconnus pour faux, sans que leur doctrine soit pour cela ébranlée. Septièmement, la proposition à membre opposé. Discretiva adversativa. Donc, proposition à membre opposé dont les membres sont reliés par la particule mais. En latin sed, at. Pour que cette proposition soit vraie, il faut que l'opposition existe comme elle est affirmée. La proposition suivante serait donc fausse, ou du moins elle serait un non-sens. Pierre est le chef des apôtres, mais il a des successeurs. Numéro 131, proposition modale, exponible, complexe. Aux propositions composées se rapportent encore les suivantes. Premièrement, la proposition modale est celle qui, outre la convenance de l'attribut avec le sujet, affirme ou nie le mode de cette convenance. Par exemple, Dieu existe nécessairement. À la rigueur, le mode doit affecter l'union même de l'attribut avec le sujet, c'est-à-dire le verbe être. Or, il n'y a que 4 modes d'être ou de n'être pas. Le possible, qui n'est pas mais pourrait être, le contingent, qui est mais pourrait ne pas être, l'impossible, qui n'est ni ne peut être, le possible qui n'est pas mais pourrait être, le contingent qui est mais pourrait ne pas être, le nécessaire qui est et ne peut ne pas être, l'impossible qui n'est ni ne peut être.
Il y a donc 4 sortes de propositions modales. Mais plusieurs regardent comme modales toutes les propositions dont le verbe est affecté d'un adverbe. Par exemple, Socrate lit bien. En réalité, l'adverbe n'affecte pas le verbe être, mais l'attribut lisant. Socrate est lisant bien. Pour que la proposition modale soit vraie, il faut que la proposition absolue et le mode soient vrais également. Deuxièmement, la proposition exponible est simple en apparence, mais sa composition est évidente si on expose tout ce qu'elle affirme. Ce qui la rend telle, c'est un mot, une particule qui marque exclusion, comme seul, seulement, exclusivement, en latin solus, duntaxat, tantum, etc. Donc ce qui la rend telle, c'est un mot, une particule qui marque exclusion ou exception, comme par exemple excepté, hors, hormis en latin, préter, etc. Donc, ou exception ou réduplication, par exemple en tant que, comme en latin, quitenus. Ou encore comparaison, par exemple plus que, le plus, etc. en latin, forme comparative superlative. Voici quelques exemples de propositions exponibles. Dieu seul est éternel. Tout passe excepté l'éternité. Jésus-Christ était mortel en tant qu'homme. La vertu est plus précieuse que l'or. Chacune de ces propositions équivaut à deux qui doivent être vraies l'une. Chacune de ces propositions équivaut à deux qui doivent être vraies l'une et l'autre pour que la proposition complète le soit. La proposition complexe est celle qui se compose d'une proposition principale et d'une ou plusieurs propositions incidentes attachées au sujet ou à l'attribut de la proposition principale pour le déterminer ou l'expliquer. L'incidente déterminative n'est par elle-même ni vraie ni fausse, mais elle fait corps avec le sujet ou l'attribut dont elle dépend, et c'est pourquoi on ne la fait pas précéder d'une virgule. Par exemple, les hommes qui servent Dieu aiment leur pays. L'incidente explicative, au contraire, est comme détachée. On peut la supprimer sans que la proposition perde de sa vérité et elle peut être vraie ou fausse indépendamment de la proposition principale. Par exemple, Dieu, qui a créé le monde, l'a sauvé. Numéro 132. Propriété des propositions. Opposition, équivalence, conversion. Il nous reste à parler des propriétés des propositions. On appelle proposition opposée celle qui, ayant même matière, c'est-à-dire même terme, diffère d'ailleurs par la forme seulement, ou bien par la forme et la quantité tout ensemble. De là, deux sortes de propositions opposées. Les contradictoires, qui diffèrent par la forme et la quantité, s'il y a lieu pour celle-ci. Ensuite, les contraires, qui ne diffèrent que par la forme. Exemple des premières, exemple des contradictoires. Tout homme est égoïste, quelque homme n'est pas égoïste. Si les propositions étaient singulières, elles ne pourraient pas différer par la quantité. Par exemple, Pierre est égoïste, Pierre n'est pas égoïste. On appelle ces sortes de propositions contradictoires parce que l'une affirme exactement ce que l'autre nie, ni plus ni moins. Il n'y a donc pas de milieu entre elles. De là leur loi. Numéro 133.
Loi des propositions contradictoires. La loi qui les régit est évidente. Elles ne peuvent pas être vraies ensemble ni fausses ensemble. On peut donc de la vérité de l'une inférer la fausseté de l'autre. On conçoit qu'en vertu de cette loi, l'Église définit certaines vérités par la seule condamnation des erreurs qui leur sont opposées contradictoirement. Numéro 134, propositions contraires, leur loi. Par exemple de proposition contraire, tout homme est égoïste, nul homme n'est égoïste. Ces deux propositions ont même quantité, c'est-à-dire même extension, mais non pas même forme. L'une affirme en bloc ce que l'autre nie de même. L'une nie plus qu'il ne faut pour détruire l'affirmation de l'autre. Elles admettent donc un milieu entre elles. On dit qu'elles sont diamétralement opposées parce que les deux bouts du diamètre ont toujours un juste milieu entre eux qui est le centre, et aussi parce que dans une sphère, les extrémités du même diamètre sont les deux points qui sont les plus opposés entre eux, comme il arrive pour les propositions contraires. La loi qui les régit est celle-ci. Elles ne peuvent être vraies ensemble, car elles s'excluent l'une l'autre. Mais l'une et l'autre peuvent être fausses, car la vérité peut se trouver entre elles et échapper ainsi à toutes deux. Nous supposons, bien entendu, qu'elles ne sont pas en matière nécessaire, car alors il n'y a pas de milieu entre tout et rien. Par exemple, tous les hommes sont mortels ou nul ne l'est. On doit avoir égard à ces considérations lorsque l'Église condamne telle ou telle proposition. Il serait téméraire d'ériger en vérité la proposition contraire, à moins que les propositions ne soient en matière nécessaire. Numéro 135, propositions sous-contraires, leur loi. On rapproche des propositions contraires les sous-contraires. Elles sont ainsi appelées parce qu'elles sont contenues sous les contraires, comme le particulier sous le général. Par exemple, quelque homme est égoïste, quelque homme n'est pas égoïste. Sont-elles véritablement opposées? On peut au moins en douter, car elles peuvent ne pas porter sur le même sujet. Leur loi est celle-ci. Elles peuvent être vraies ensemble, car l'une ne rejette pas précisément ce que l'autre affirme. Il n'y a pas identité de sujet, à moins qu'elle ne soit en matière nécessaire, comme il a été dit plus haut. Mais elles ne peuvent être fausses ensemble, car leurs contradictoires sont contraires entre elles et par conséquent ne peuvent être vraies ensemble. Numéro 136, propositions subalternes, leur loi. Au sous-contraire, il faut ajouter les subalternes qui diffèrent seulement par la quantité. Par exemple, tout homme est égoïste. Quelque homme est égoïste. La seconde est contenue sous la première. Leur loi est celle-ci. Toutes les deux peuvent être vraies ensemble ou fausses ensemble. De la vérité de la proposition générale, on peut déduire la vérité de la proposition particulière, et de la fausseté de celle-ci, on peut déduire la fausseté de l'autre. Mais on ne peut déduire de la vérité de la proposition particulière la vérité de la proposition générale, ni de la fausseté de celle-ci la fausseté de celle-là, à moins que les propositions ne soient en matière nécessaire. Et c'est ce qui a lieu dans l'induction parfaite, comme nous le verrons plus bas. Ces propositions ne sont pas opposées
car l'une ne nie pas ce que l'autre affirme. Elles ne sont pas non plus disparates, car elles n'ont pas une matière diverse. Les propositions disparates ne peuvent être comparées. Numéro 137. L'équivalence des propositions, sa loi. Deux propositions sont équivalentes lorsqu'elles ont le même sens. Or, les logiciens se sont appliqués à rendre équivalentes les propositions opposées. Pour cela, ils ont dû les réduire à la même forme et à la même quantité. Voici les règles de cette réduction. Premièrement, en ce qui concerne les propositions contradictoires qui diffèrent par leur quantité et par la forme, qui diffèrent par la quantité et par la forme, il suffit de mettre en avant le sujet, quand le génie de la langue le permet, en latin par exemple. Donc il suffit de mettre en avant le sujet, il suffit de mettre avant le sujet une négation qui affectera le sujet et le verbe. Soit la proposition latine omnis homo est mendax, dont la contradictoire est aliquis homo non ex mendax. Il suffit de dire non omnis homo est mendax pour avoir une proposition équivalente à la seconde. Le génie de la langue française ne comporte pas cette construction, mais il suffit de mettre la négation avant le verbe de cette manière. Tout homme n'est pas menteur. Cette proposition peut être regardée comme l'équivalente de celle-ci, quelque homme n'est pas menteur, pourvu que le sujet n'ait plus un sens collectif, mais plutôt distributif. Telle quelle, la proposition offre quelques ambiguïtés. Deuxième règle de réduction, deuxièmement, en ce qui concerne les propositions contraires, qui diffèrent seulement par la forme, il faudra, suivant le génie de la langue, rétablir l'égalité entre les deux propositions. Soit celle-ci, tout homme est menteur, nul homme n'est menteur. Pour que la première équivaille à la seconde, tout homme est menteur, équivaille à la seconde, nul homme n'est menteur, nous dirons par exemple en français, aucun homme n'est menteur, et en latin, omnis homo non est mendax. Troisième règle de réduction, on traitera les sous-contraires comme les contraires. Seulement, on retrouvera la première proposition avec les mêmes termes et non pas une proposition équivalente. À proprement parler, il n'y a pas de loi d'équivalence pour les sous-contraires. Quatrièmement, enfin, en ce qui concerne les propositions subalternes, qui diffèrent seulement par la quantité, il faudra affecter d'une négation le sujet seulement et en suivant le génie de la langue. Soit en latin la proposition « tout homme est menteur » omnis homo est mendax, dont la subalterne est « quelque homme est menteur » aliquis homo est mendax. Pour que la première équivaille à la seconde, on dira « non omnis homo non est mendax ». La première négation porte sur le sujet et détruit la seconde qui porterait sur le verbe. Le sujet est donc le seul affecté d'une négation. En latin, deux négations se détruisent. Il n'en est pas de même en français. On dira par exemple, indifféremment, je ne nie pas qu'il n'ait ou qu'il ait du mérite. Cette considération et d'autres différences dans le génie des deux langues expliquent
en quelque manière le peu de cas que le logicien de Port-Royal a fait des règles de l'équivalence des propositions. Je ne dis rien, dit-il, citation, je ne dis rien, dit-il, de la réduction des propositions opposées en un même sens, parce que cela est tout à fait inutile et que les règles ne sont pour la plupart vraies qu'en latin. Fin de citation. Numéro 138. Conversion des propositions, sa loi. On entend par conversion des propositions le renversement de leurs termes, qui fait que le sujet prend la place de l'attribut et l'attribut celle du sujet, sans que la proposition perde sa vérité ni sa qualité. Par exemple, aucun homme n'est un ange, aucun ange n'est homme. Aucun homme n'est ange, aucun ange n'est homme. Tout homme est quelque être animé est homme. Dans la première conversion, les termes gardent la même extension ou quantité. Les deux propositions sont universelles et la conversion est dite simple. Dans la deuxième, les termes changent de quantité et la conversion est dite par accident. Plusieurs distinguent encore une troisième espèce de conversion dite par contreposition. Elle se fait en affectant chacun des deux termes d'une négation, ce qui les rend infinis. Par exemple, tout homme est substance, donc ce qui n'est pas substance n'est pas homme. Ou mieux en latin, omnis homo est substantia, ergo omnis non substantia est non homo. Mais plusieurs font remarquer que ce n'est pas là une conversion proprement dite, car les termes sont complètement changés par ces négations. Ils ne portent plus sur les mêmes objets. Examinons maintenant les règles de la conversion des propositions. Elles varient suivant les quatre espèces de propositions. Universelle affirmative, représentée par la lettre A. Universelle négative, représentée par E. Particulière affirmative, représentée par I. Particulière négative, représentée par O. A se convertit par accidens et non pas simplement parce que dans la proposition affirmative, l'attribut est accordé au sujet dans toute sa compréhension, mais non dans toute son extension. E se convertit et simplement et per accidens, parce que dans la proposition universelle négative, l'attribut est refusé au sujet dans toute son extension. I se convertit simplement parce que dans la proposition affirmative, l'attribut est accordé au sujet dans toute sa compréhension, mais non dans toute son extension. Tribuitur totum sed non omne. O ne se convertit d'aucune manière, car le sujet qui est particulier ne peut devenir l'attribut qui, dans les particulières négatives, doit être universel. Par exemple, de ce que quelque homme n'est pas sage, on ne peut conclure que quelque sage n'est pas homme. Cependant, si l'on admet la conversion par contreposition, elle conviendra à O ou à A. Donc, à O, négatif particulier ou particulier négative, ou à A, c'est-à-dire affirmative universelle. Ces règles reviennent à dire que les universelles affirmatives se convertissent en particulières affirmatives, que les universelles négatives
se convertissent en universelles négatives et particulières négatives, que les particulières affirmatives se convertissent en particulières affirmatives et que les particulières négatives ne se convertissent pas. On peut encore expliquer ces règles en disant que lorsqu'une chose en accompagne toujours une autre, et c'est ce qui arrive pour le sujet dans l'universelle affirmative, on peut en conclure seulement que cette autre chose accompagne quelquefois la première. Lorsqu'une chose ne se trouve jamais avec une autre, on peut en conclure que celle-ci ne se trouve jamais avec la première. Lorsqu'une chose est quelquefois avec une autre, on peut en conclure que celle-ci est quelquefois avec la première. Enfin, de ce qu'une chose est quelquefois sans une autre, il ne s'ensuit rien. On ne peut conclure que cette autre puisse exister ou ne puisse pas exister sans la première. Quelques logiciens anglais, Hamilton, ont prétendu simplifier ces règles et même les corriger, mais nous verrons que la théorie de la quantification du prédicat sur laquelle il se fonde n'est pas admissible. Numéro 139. Utilité de ces détails de logique. À ceux qui seraient tentés de regarder ces détails comme fastidieux et inutiles, nous devons rappeler qu'une étude minutieuse de la logique exerce l'esprit, l'oblige à distinguer le sens exact de chaque terme et de chaque proposition, et le met en garde contre toutes sortes de sophismes. Il serait donc téméraire de rejeter en bloc cette doctrine et nous devions la reproduire ici. Nous ajouterons que toutes les règles peuvent se ramener à une seule. Dissiper tout équivoque. Il faut mettre l'auteur en demeure de s'expliquer ou distinguer tous les sens de son texte pour juger de chacun séparément. L'affirmation est-elle générale ou particulière? Le sens est-il collectif ou distributif? Parle-t-on d'une règle ou d'une exception? Quelle est la définition précise des termes employés? On évitera ainsi une foule de méprises, de discussions inutiles. Et si l'on tombe encore dans l'erreur, du moins il sera plus facile d'en revenir et de la dissiper. Fin du chapitre sur le jugement et les propositions.